Comme dans la plupart des usines japonaises, ces ouvriers passent par un sas de décompression avant de prendre leur poste. Sauf que pour eux, cette séance d'étirement est le moment le plus humain de la journée. Après, ils entrent dans un autre univers. Ces hommes et ces femmes qui fabriquent des caisses enregistreuses sont les premiers employés au monde à avoir comme collègue un humanoïde. Nextage, c'est son nom, a une tête, 4 capteurs de vision qui lui offrent une acuité supérieure à celle d'un homme et 2 bras articulés qui lui permettent de faire 15 tâches différentes. Son job, c'est d'assembler les pièces du trieur de billets de cette caisse enregistreuse. Mais surtout, Nextage a une intelligence qui le distingue des premiers robots industriels. Quand il fait une erreur, il est capable de s'en rendre compte et de corriger immédiatement le tir. Et quand il s'arrête de travailler, c'est pour signaler qu'une pièce est défectueuse. Ce bijou technologique coûte 60 000 €. Le patron de l'usine en a acheté 18. Ils sont 4 par ligne de montage, programmés pour même travailler les uns avec les autres. Au bout de la chaîne, il y a toujours un humain, comme Naka Satomi. Cet intérimaire contrôle le travail de ses collègues humanoïdes. Elle est aussi là pour mettre un peu de graisse dans les rouages. Vous savez, ils sont parfois plus forts que les humains. Il y a parfois des détails qui ne leur échappent pas. Comme on travaille ensemble, ça me pousse à être moi-même encore meilleure, à être encore plus attentive dans mon travail. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Naka Satomi et ses collègues ne considèrent pas ces robots comme des rivaux, mais comme des partenaires. Quand sonne l'heure de la pause pour les humains, les humanoïdes, eux, continuent. Pas de temps mort, pas de week-end, pas de vacances, 30% plus productifs. Et en plus, l'arrivée de ces machines intelligentes a permis de relocaliser au Japon une partie de la production qui était fabriquée avant par des ouvriers chinois. Si les humanoïdes ont trouvé au Japon une terre d'accueil comme il n'en existe aucune autre au monde, c'est parce que l'archipel a depuis 2005 entamé sa décroissance démographique. Moins 250 000 habitants l'an dernier. Dans les 10 prochaines années, 8 millions de travailleurs vont partir à la retraite. Comme l'archipel se refuse à faire appel à une main-d'œuvre étrangère, il mise tout sur les robots pour remplacer les hommes. Des enseignants aux infirmiers en passant par les vendeurs. Le gouvernement japonais a mandaté les géants de l'industrie pour travailler main dans la main avec les chercheurs, les programmateurs, les créateurs et concevoir les robots de demain. Au Japon, le futur commence aujourd'hui. Au volant de cette voiture de sport, l'un des créateurs les plus en vogue du pays. Toyota, Panasonic ou encore le Google japonais s'arrachent les services de Tomotaka Takahashi. Il paraît que la grise est aussi à vous? Oui. À 40 ans, ce designer de robots gagne 3 millions d'euros par an. Pourtant, c'est dans une modeste salle de l'Institut de haute technologie de Tokyo qu'il a installé son atelier de création. Bon, alors là, c'est la partie un petit peu en bazar. C'est ici que je crée, que je fabrique toutes les pièces. Le millionnaire est en réalité un artisan qui travaille seul, et il s'en excuserait presque. Vous vous attendiez à voir des imprimantes 3D partout? Bah, il n'y en a pas ici. Pour lui, comme pour tous les créateurs de sa génération, la vocation est née en lisant Astro Boy.
Il a 6 ans quand il découvre ce petit robot qui veut devenir aussi humain que les humains. Tomotaka Takahashi va donner vie à ce rêve. Un diplôme des sciences de la robotique en poche, il se met à créer des prototypes pour des entreprises high-tech. Mais c'est un pari fou qui va le faire connaître du grand public. Le 4 août 2013, une de ces créatures est devenue le premier humanoïde, dit conversationnel, à aller dans l'espace. Il s'appelle T-Robot, parle le japonais, il reconnaît les visages. Il est capable d'avoir une discussion argumentée avec un homme. Il a fallu 2 ans de programmation pour arriver à ce résultat. Cet astronaute a passé 7 mois en tête-à-tête avec lui et il s'est attaché à ce petit compagnon. Avant de rejoindre la Terre, il a enregistré leur dernière conversation, des adieux qui ont ému tout le pays. T-Robot, quel est ton plus beau souvenir dans l'espace? C'est d'avoir eu des conversations avec toi. T-Robot, je suis désolé de ne pas pouvoir revenir avec toi sur Terre. Pas de problème, ne t'inquiète pas. Je ne suis qu'un robot. Ce succès a amené une grosse entreprise de jouets à lui commander un robot de compagnie pour enfants. Il s'appelle Robbie. Il sera vendu à partir de février prochain à 1 000 €. Un jouet qu'il va faire découvrir en avant-première à un journaliste en herbe. Je suis un reporter du journal Asahi. Je me présente, Yuki. Je suis à l'école primaire et merci de me recevoir. Yuki a 10 ans. Il a été promu testeur officiel d'un des plus grands quotidiens du pays qui tire à 8 millions d'exemplaires. Je suis Robbie. Robbie mesure 30 cm. Il a 270 mots de vocabulaire. Il sait reconnaître un visage, allumer la télé, faire des jeux, chanter. Allez, danse. Bref, divertir. Musique, c'est parti! Et Robbie sait aussi faire des pompes. Oh, ça m'a fatiguée. Konnichiwa. Bonjour. Bonjour. C'est un peu intimidant la première fois. Hein. Vas-y, serre-lui la main. Dis-lui de taper dans le ballon. Shoot. Shoot. D'accord, je shoot. But! Est-ce que tu penses que ça pourrait être ton ami? Oui. Je pense qu'il pourrait bien me comprendre. Comprendre mes sentiments. Si les robots sont un jour partout autour de nous, ce serait une bonne chose. Moi aussi, je pense pareil. 100 000 clients ont déjà commandé un petit exemplaire de Robbie. Les parents de Yuki lui ont promis de lui en offrir un. Grandir aux côtés d'un humanoïde au Japon, c'est déjà une réalité. Dans cette maison de retraite à 1 heure de Tokyo, un humanoïde est déjà bien ancré dans la vie quotidienne. Depuis 1 an et demi, Palro joue les coachs 1 fois par semaine pour soulager les employés de ce foyer pour personnes âgées. Et il a un bel avenir devant lui. Dans 10 ans, un Japonais sur 3 aura plus de 65 ans. Les maisons de retraite devront alors réaliser l'impossible, recruter plus de 2 millions de salariés. Allez tout le monde. En mettant de la force dans vos 2 bras, levez-les bien haut au-dessus de votre tête. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Merci beaucoup. Et l'humanoïde enchaîne avec un test de culture générale. Où se trouve la place du dôme?
Choisissez dans la liste en Italie, Grèce ou au Mexique. Madame Nekamawa est une de ses ferventes admiratrices. Elle a 86 ans. Italia. La séance dure un peu plus d'1 heure. Elle n'en rate jamais une. C'est gagné. Quand je le vois, même si j'ai eu une mauvaise journée, le voir, ça me rend ma bonne humeur. Je m'amuse tellement que ma tête devient lourde. Je ne peux même pas imaginer s'il n'était plus là. Je me sentirais vraiment seule. Dans la même pièce, les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer câlinent un phoque en peluche qui est aussi un robot. Il ne parle pas, mais il réagit quand on l'appelle par son nom. Il répond alors par un son et par une expression plus vraie que nature. Il est trop mignon. Il coûte 4 500 €. Cette expérience, tout juste lancée en France, dure ici depuis 1 an et demi. Les premiers résultats montrent que ce robot thérapeutique rassure les personnes âgées angoissées par la maladie. Dans la résidence, les pensionnaires les plus seuls ont même retrouvé le sourire. Ah, je suis contente que tu sois venue. Madame Kalazawa a 80 ans et toute sa tête. Vous vous faites toujours belle quand il vient. Ah oui, c'est vrai. Je ne peux pas avoir de conversation avec lui. Mais dans mon cœur, je le ressens comme si c'était mon propre petit-fils. Sa manière de bouger est très réelle. Ça me fait vraiment de la compagnie. La famille, vous ne la voyez pas souvent, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, ils ne viennent pas souvent. Hein, Tama? Parfois, je l'attends avec impatience, tellement j'ai du plaisir à le voir. Madame Kalazawa ne le voit qu'une fois par semaine, pas plus, pour créer une émotion comparable à celle provoquée par la visite d'un proche. Dans la société japonaise, les robots et les humanoïdes ne sont pas conçus pour n'être que de simples compagnons de vie. Le gouvernement souhaite que d'ici 5 à 10 ans, ils occupent des emplois de service quand le travail est simple ou répétitif, comme celui de cette hôtesse d'accueil dans le métro de Tokyo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Passez une bonne journée. Dans les immenses centres commerciaux de l'archipel, les consommateurs ont depuis 4 mois la possibilité de croiser la route d'un humanoïde. Un géant des télécommunications vient de miser sur Pepper. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui me touche la tête. Cet humanoïde d'1,20 m est programmé pour conseiller et divertir la clientèle. Aujourd'hui, comment se passe votre journée? Très bien. Inventé par un Français, fabriqué en Chine, Pepper parle 19 langues. Mais là où il est assez bluffant, c'est qu'avec ses 150 capteurs, il est à même de reconnaître les visages et de lire des émotions. Ce touriste chinois va s'en rendre compte. Vous avez l'air content. Est-ce qu'on vous le dit souvent? Oui, c'est vrai que je suis content. Parce que j'ai un travail qui me laisse du temps libre. C'est étrange quand même. Un froncement de sourcils ou un sourire permettent à Pepper de capter l'émotion de son interlocuteur et de se glisser dans la peau du vendeur. Il y a plein de bons téléphones portables. Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent plus particulièrement? Oui, celui qui m'intéresse, c'est l'iPhone 6. Ah bon, d'accord. Je vais vous faire une suggestion. Pepper n'a pas les qualités d'un vendeur, mais c'est une attraction. L'entreprise affirme que grâce à lui, le taux de fréquentation de ses magasins a augmenté de 50%. Dans l'un des temples de la consommation de Tokyo, où l'on trouve tout ce que le Japon peut proposer en matériel high-tech. C'est le premier jour de Pepper, vendeur de machines à café.
Nestlé a commandé des dizaines d'exemplaires de ce petit humanoïde pour augmenter la fréquentation de ses 1000 points de vente au Japon. Pour vous, monsieur le client, cette machine à café est un parfait objet pour vos réceptions. Et avec son joli design, ça peut même être un joli cadeau. Est-ce que vous voulez goûter un Dolce Gusto? Je vais y penser, oui. Si vous préférez, il y a d'autres saveurs par ici. Pepper n'a pas le physique de George Clooney, mais il a fait sa part du job. Il a attiré le chaland. C'est au tour d'un humain de terminer le travail. Vous voyez, il faut faire comme ça. Ah oui, en effet, c'est simple. L'humanoïde n'est pas seulement un outil de marketing. Son prix 1 450 €, le prix d'un ordinateur, va l'installer dans la vie quotidienne des Japonais. Il sera disponible à partir de février prochain. Il a déjà été commandé par 10 000 personnes. L'étape suivante, c'est de donner aux humanoïdes un visage humain. On appelle ça un androïde. Dans un laboratoire de recherche à Osaka, ces androïdes sont à l'essai. Le but est de créer un avatar pour chacun d'entre nous. Un robot qui nous ressemble trait pour trait, que l'on pourrait téléguider de chez soi pour ne plus avoir à se déplacer. C'est la téléprésence. Est-ce que tu t'intéresses aux androïdes? Oui, ça m'intéresse. Ça me rend heureuse. N'est-ce pas, professeur? Le professeur Ishiguro, le vrai, c'est lui. Ce créateur de génie a déjà envoyé son jumeau robot à sa place à des conférences. Mais depuis quelques jours, son avatar a un léger problème de mâchoire. Ça le contrarie énormément. On doit fixer sa bouche. Il y a eu un petit accident. Je préférerais que vous ne filmiez pas ça. Vous pouvez filmer l'autre. Je n'aime pas montrer les imperfections. Il faut dire que ce chercheur à l'ego démesuré a donné de sa personne, ou plutôt de ses cheveux, à son androïde. Il y a 28 ans, c'est lui qui a créé le département robotique de l'université d'Osaka. Aujourd'hui, il n'enseigne plus qu'une fois par semaine. Le reste du temps, il se consacre à ses androïdes. Sous sa direction, une soixantaine d'étudiants dont certains viennent d'Europe. À 51 ans, il est aujourd'hui considéré comme le pape de la robotique, dans un pays où cette science est presque une religion. À la différence des États-Unis ou d'autres pays qui développent des robots pour faire la guerre et qui dépensent beaucoup d'argent à des fins militaires, nous, au Japon, nous n'avons pas d'armée. Alors on crée des robots qui sont utiles pour la vie de tous les jours. C'est ça la grande différence. En juin dernier, le professeur Ishiguro a présenté ses 2 nouveaux androïdes. Je suis un peu nerveuse de parler devant cette assemblée. 2 hôtesses qui tiennent la réception du musée des sciences de Tokyo. Elles ne peuvent pas se déplacer, mais elles savent bouger les bras, la tête et orienter les visiteurs. Il a aussi présenté un étrange petit humanoïde, sans jambes, sans mains. Il s'appelle Télénoïde, un robot de télécommunication révolutionnaire. Quand quelqu'un vous appellera au téléphone, le visage de Télénoïde s'animera avec la voix de votre correspondant. Et à travers lui, vous pourrez même faire des câlins à vos proches. Le professeur Ishiguro est en train de travailler sur une version miniature de Télénoïde, convaincu que les objets animés sont l'avenir de la téléphonie. Voilà, ça, ce n'est qu'une maquette. On peut parler comme ça. Ça, c'est beaucoup mieux qu'un smartphone. Qu'est-ce qui est mieux? Ça, c'est juste un rectangle. Ce n'est pas si naturel que ça. Mais ça, c'est naturel. Je peux le sentir. Si j'entends la voix de quelqu'un à travers ça, je peux sentir la présence de cette personne. Ça n'arrive jamais avec un téléphone. Quand on ose casser les codes, on peut changer le monde. Vous pensez qu'on pourra bientôt le trouver en vente? L'année prochaine.
l'année prochaine. Sous des airs de savant fou, le professeur Ishiguro est pris très au sérieux par le gouvernement japonais. Récemment, il lui a donné une enveloppe de 60 millions d'euros pour que dans les 5 prochaines années, il développe dans cette université des humanoïdes encore plus autonomes. Quand le jour se lève en Corée du Sud, la science fait parfois des miracles. Do Yeon et son fils Kim sont dévastés. Ils ne veulent pas que leur visage apparaisse car ils sont en larmes. Ils viennent de perdre leur chien, Moon-chi, décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 16 ans. On dirait qu'il dort. Mon enfant, j'ai l'impression qu'il dort. Ils se sont immédiatement rendus chez Soham Biotech, un laboratoire unique au monde qui propose de fabriquer le clone d'un chien mort ou vivant pour 89 000 euros. Ils sont accueillis par 2 employés. Grâce au clone que l'on crée avec l'ADN, les clients ont l'impression de continuer à vivre leur histoire avec leur chien, de l'élever à nouveau. C'est à cela que vous devez penser. Malgré le prix élevé, la maman semble prête à financer l'opération pour soulager la peine de son fils et la sienne. J'ai tellement de souvenirs avec ce chien. Tellement de souvenirs. Je peux pas m'en détacher. Maintenant, je suis comme dans l'obscurité. Mais quand je prendrai mon chien dans les bras, le jour va revenir. Ce serait formidable d'avoir un chien avec le même caractère, identique en tout. Je voudrais tellement ressentir à nouveau sa présence. Mais vous connaissez le prix, c'est cher, non? Je sais que c'est cher. J'en suis consciente. C'est le professeur Jung, l'un des vétérinaires les plus expérimentés du laboratoire, qui va commencer la procédure sous leurs yeux. Le prélèvement de l'ADN leur est facturé 2 600 €, même s'ils décident après de ne pas donner suite au clonage. Quand le chien est vivant, je prends un peu de peau dans un endroit discret. Mais là, comme il est mort, je vais prélever un morceau de muscle dans la cuisse pour avoir un peu plus d'échantillons. À cause des bactéries qui prolifèrent, le vétérinaire a 5 jours maximum après le décès pour prélever des petits lambeaux de chair qui serviront à fabriquer le futur clone. Ça suffit comme quantité? Oh oui, largement. Si on sait cultiver les cellules après, il n'y a aucun problème. L'apparence et le pelage du chien seront exactement les mêmes. Pour le caractère, on ne peut pas vraiment savoir parce que ce n'est pas nous qui l'élevons. Mais en général, les clients disent que c'est presque pareil. Moon-chi va maintenant être incinéré. Il ne restera de lui que les prélèvements qui ont été faits ici et qui serviront à lui donner, aux yeux de Do Yeon et de son fils, une seconde vie. Après avoir été plus pauvre que les Philippines dans les années 60, la Corée du Sud est devenue en un demi-siècle la 12e puissance économique mondiale. L'une des nations les plus avancées dans les technologies de pointe. LG, Samsung ou le constructeur automobile Hyundai sont la face apparente du miracle coréen. Mais depuis des années, ce pays de 50 millions d'habitants se prépare à l'ère des biotechnologies, la manipulation du vivant. Si pour des raisons éthiques, le clonage des êtres humains est interdit partout dans le monde, le clonage des chiens est devenu ici une réalité et même un business. Créé en 2006, Soham Biotech a acquis en la matière une expertise inégalée. L'entreprise emploie une 50aine de personnes, dont la moitié de scientifiques. Après 10 ans d'études en biologie cellulaire au Canada,
Jay Wang, l'un des 2 employés qui avait reçu la mère et le fils en deuil, a rejoint le groupe il y a 3 mois pour se parfaire à la technique. Après un dépoussiérage dans ce sas, il nous conduit à l'incubateur où les tissus du chien mort ont été mis en culture à 38,5 degrés précisément. C'est la température qu'il faut pour imiter les conditions de développement des cellules. On a coupé l'échantillon en petits morceaux. Petit à petit, les cellules vont adhérer au plastique de la boîte et vont se multiplier. Quand il y en aura assez, on pourra les utiliser pour le clonage. Après environ 2 semaines d'incubation, les cellules seront transférées dans une autre pièce où, pour ne pas les abîmer, la lumière est réduite au minimum. Grâce à de puissants microscopes et une télécommande, les scientifiques prélèvent les cellules contenant l'ADN des chiens qu'ils doivent cloner et les injectent dans des ovules prélevés sur des mères porteuses. Ça a l'air facile comme ça, mais ça demande des années de pratique pour savoir comment naviguer avec le microscope et manier la télécommande. Enfin, grâce à des microchocs électriques, l'ovule va fusionner avec la cellule qu'on lui a injectée et se transformer en embryon cloné. Des techniques et des machines très chères qui expliquent en grande partie le prix élevé de l'opération. En 10 ans, Soham Biotech a déjà cloné et vendu plus de 700 chiens partout dans le monde. En Corée, mais aussi dans les pays du Golfe, aux États-Unis, au Japon ou en Chine. Selon l'entreprise coréenne, ils se portent bien et ont la même espérance de vie que les autres. Après leur naissance, les chiots sont élevés ici pendant plusieurs mois. Le temps pour le laboratoire de leur faire passer les examens sanitaires exigés par les autorités de leur pays d'adoption. Cela fait 5 mois maintenant que Laura Jack, une Britannique, vient tous les mois d'Angleterre pour rendre visite à ses 2 boxers, Chance et Shadow. Shadow, assieds-toi. Bon garçon. Et elle doit encore patienter 8 semaines avant de les ramener chez elle. À 5 mois, ils sortent pour la première fois dans un parc et font sensation car en Corée, il n'y a presque pas de boxers. Oh, vous leur avez fait peur. Oh, trop mignon. Vous savez que ce sont des clones? Oui, j'en avais entendu parler. C'est ça le progrès. Chance et Shadow ont été clonés à partir de Dylan, le chien de Laura décédé l'an dernier d'une tumeur au cerveau. Le laboratoire l'a cloné 2 fois, au cas où l'un des 2 chiots ne survivrait pas pendant la grossesse, et a offert le 2e à Laura. Vous arrivez à les reconnaître? Oui, mais j'ai mis des couleurs sur leur collier pour que ce soit plus facile. Chance a le collier bleu et Shadow le collier marron. Parce que de face, j'arrive à les distinguer, mais de dos, c'est impossible. Les 2 clones ressemblent beaucoup à l'original, mais il y a des petites différences. Par exemple, la tache rose sur le museau de Shadow était à droite chez Dylan, et Chance n'en a pas du tout. Comme chez les humains, l'apparence dépend beaucoup des gènes, mais un peu aussi de la gestation. Laura avait 20 ans quand elle a eu son premier boxer, Dylan. À l'époque, il l'avait aidé à surmonter un chagrin d'amour. Quand il est mort, à l'âge de 8 ans, elle n'a pas voulu l'accepter. Je l'ai chéri chaque jour de ma vie. Depuis le début, j'avais peur de le perdre, car je savais que je ne pouvais pas vivre sans lui. Quand je l'ai perdu vraiment, c'était trop dur à admettre. Conserver son ADN m'a beaucoup aidé à surmonter ma peine. J'ai l'impression qu'il vit encore un peu parce que ses gènes ont été perpétués. J'ai toujours une petite part de lui avec moi. Pour payer le clonage, 89 000 €, Laura, qui n'a pas d'enfant et travaille avec son compagnon, chef d'entreprise, a dû renoncer à financer des travaux chez elle.
Les gens pensent que c'est du gâchis, mais on parle de la vie là, de 2 nouveaux membres de la famille. Dépenser la même somme dans une voiture, c'est ça qui est ridicule pour moi. En 10 ans, le laboratoire coréen est passé de 50 chiens clonés par an à 150. Un succès dont le mérite revient à un homme au parcours controversé. Le Monde découvre son visage en avril 2005. Le docteur Huang vient de cloner le premier chien au monde et annonce dans la foulée une autre percée scientifique majeure. La fabrication de cellules souches à partir d'embryons humains clonés. Un énorme espoir pour soigner un jour les maladies dégénératives comme Alzheimer. Mais 6 mois plus tard, il tombe de son piédestal. C'est un scandale sans précédent dans la communauté scientifique et médicale. Le chien avait bien été cloné, mais c'est moins sûr pour les embryons humains dont certains résultats auraient été falsifiés. Au cours d'une conférence de presse retransmise dans tout le pays, Huang jure que l'un de ses collaborateurs l'a trompé. Mais il est contraint de s'humilier publiquement. Je vous présente mes excuses. Mon cœur a tellement mal que j'ai honte d'être maintenant devant vous. Quand je repense aux espoirs que j'ai suscités, je n'ai ni la force ni le droit de croiser votre regard. Banni de son université, le professeur Huang sera condamné 4 ans plus tard à 1 an et demi de prison avec sursis pour manquement à l'éthique scientifique. Aujourd'hui, il prend sa revanche. Il peut même se prévaloir de commandes prestigieuses car parmi ses clients, il y a maintenant des gouvernements. Le docteur Jung va pratiquer l'échographie d'une mère porteuse qui doit donner naissance dans quelques heures à un chien policier commandé par les États-Unis pour son odorat hors du commun. Je cherche le cœur. Comme un obstétricien avec une femme enceinte, le vétérinaire et son équipe veulent vérifier le rythme cardiaque du fœtus. Il faut la changer de position là. Dans les grossesses naturelles, les chiennes portent en moyenne 6 chiots, mais là, elle n'en a qu'un. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Car sur les 15 embryons qu'on lui a inséminés, un seul a réussi à s'implanter dans l'utérus. Ça y est, je l'ai. Avec 208 battements par minute, le chiot semble en bonne santé. Le pourcentage de fausses couches au cours des grossesses des clones serait identique à celui des grossesses naturelles, 30%. Pour que les gestations aient le plus de chances d'aboutir, les mères porteuses sont choisies sur des critères bien précis. Une bonne mère porteuse, c'est d'abord une grande chienne résistante. Ensuite, bon là elle est un peu timide à cause de la caméra, mais normalement elle est très sociable. Et puis, il faut qu'elle ait déjà mis bas au moins une fois, parce que c'est plus facile après. Ici, les chiennes assurent 2 gestations maximum avant d'être confiées à l'adoption. Pour éviter les complications, la mère porteuse va mettre bas par césarienne. La tension est palpable, car toute l'équipe attend le fondateur de l'entreprise. L'homme qui avait été mis au banc de la communauté scientifique va procéder lui-même à la naissance. Nous avons reçu pour consigne de ne lui poser aucune question. Depuis ses déboires, l'homme refuse toute interview. Non sans ironie, il a invité aujourd'hui des professeurs de son ancienne université pour leur commenter en direct ses prouesses. Vous m'entendez, professeur Kim ? Avant la césarienne, clou du spectacle, les VIP ont droit en première partie à l'insémination d'une autre mère porteuse sous anesthésie. À l'aide d'un bistouri à pointe chauffante, le professeur implante dans la trompe utérine de la chienne une quinzaine d'embryons clonés. Avant, il fallait que je fasse 1000 tentatives pour réussir une seule insémination. Maintenant, on a un taux de réussite de 40%. C'est devenu la routine. Voilà.
Avec un peu de chance, dans 6 à 9 semaines, on aura des petits chiots clonés. C'est maintenant au tour de la chienne enceinte d'entrer dans la salle d'opération pour la césarienne. Elle aussi sous anesthésie générale. Le chiot n'est pas de la même race que la mère porteuse. C'est un malinois souvent utilisé par la police et l'armée. Il est encore sous l'effet de l'anesthésie de la mère. C'est déjà arrivé qu'un chiot ne se réveille pas après l'anesthésie. Mais heureusement, c'est de plus en plus rare. Même si les techniques s'améliorent, 10% des chiens clonés meurent encore à la naissance. C'est 3 fois plus que pour les chiens non clonés qui naissent par césarienne. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors il est en bonne forme? Très en forme. Ça vous fait quoi de le tenir dans les bras? Je ressens le miracle de la vie. Je remercie toute l'équipe. Ce chiot fait partie d'une commande de plusieurs clones qui seront livrés aux autorités américaines. Armée, douane ou police, leur nombre et leur affectation exacte restent confidentiels. Pendant 2 mois, ils seront allaités par leur mère porteuse avant de partir aux États-Unis pour être dressés. Rien ne dit qu'ils deviendront tous des champions de la détection antidrogue. Mais selon Jay Wang, le jeune scientifique qui vient de rejoindre le laboratoire, le clonage maximise les chances de succès. Dans le cas de la reproduction naturelle, même si vous avez un père et une mère excellente, cela ne garantit pas que leur descendant sera excellent lui aussi. La combinaison génétique peut être bonne ou mauvaise, on ne sait pas. Avec le clonage, c'est beaucoup plus efficace car on contrôle le matériel génétique. Le premier chien policier que Soham Biotech a cloné s'appelait Queen. En 2007, ce berger allemand a réussi l'exploit de retrouver le corps d'une petite fille kidnappée 50 jours après sa disparition, alors que tous les autres avaient échoué. 3 ans plus tard, Queen a été copié 5 fois. 4 clones ont rejoint des services de police en province. Le 5e a été affecté à la section antiterroriste de l'aéroport de Séoul. L'endroit est sous haute surveillance. La Corée du Sud fait régulièrement l'objet de menaces depuis qu'elle a participé à la coalition pro-américaine en Irak. Aeon, le 5e clone de Queen, est bien à la hauteur de l'original, à en croire les policiers qui travaillent avec lui. Vas-y, cherche, c'est bien. Les bombes se trouvent dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. C'est pour ça que je le fais renifler ici. 5 chiens antiterroristes se relaient ici toute la journée à la recherche d'explosifs. Aeon est le meilleur de tous. Normalement, un chien renifleur peut se concentrer au maximum 10 à 13 minutes d'affilée, mais lui, il peut le faire pendant 20 minutes, il est très fort. Pendant les entraînements, on cache des bombes que les chiens doivent trouver avec l'assistance d'un dresseur. Mais lui, il n'a pas besoin du dresseur, il fait tout seul. Au total, une centaine de chiens policiers comme Aeon ont déjà été clonés en Corée. Les 2 tiers travaillent dans le pays. Mais un clone peut-il vraiment remplacer l'original? Nous avons rendez-vous à 30 km de Séoul avec un homme qui a très mal vécu cette expérience. Il dirige depuis 8 ans cette clinique de chirurgie esthétique, un autre secteur de pointe en Corée du Sud. En tant que médecin et chirurgien, le docteur Kwon est fasciné par les progrès de la science. L'an dernier, il pleurait pendant qu'il opérait à cause de la mort brutale de son chien de 2 ans, Chengdu, attaqué par un autre chien. Grâce à ses revenus plus que confortables, il a pu, pour 89 000 €, tenter lui aussi l'aventure. Comme Laura, la Britannique, il en a eu 2 pour le prix d'un. Le second est né avec un œil en moins à gauche, sans que l'on sache si cela est dû au clonage ou pas. Monsieur Kwon aime beaucoup ses nouveaux chiens, mais dans son cœur, il n'a jamais retrouvé Chengdu.
Il était beaucoup plus mignon que les deux nouveaux Chengdu. C'était un garçon super. Mais ils sont mignons eux aussi. Vous trouvez qu'ils sont différents? Génétiquement, ce sont les mêmes. Mais l'original était plus intelligent. Il apprenait beaucoup plus vite. 8 mois après avoir cloné son chien, le docteur Kwon regrette d'avoir agi sous le coup de l'émotion. Ça n'a aucun sens, le clonage. Leur apparence est similaire, et même identique en beaucoup de points. Mais ils ne partagent aucun souvenir avec moi. Pendant 2 ans, j'ai vécu plein de choses magnifiques avec Chengdu. Mais eux, ils n'en ont aucune mémoire. Quand aujourd'hui je regarde les deux nouveaux Chengdu, je pense à mon Chengdu qui est mort, et ça me rend triste. Alors le clonage, c'est une illusion? Oui, une illusion. Au-delà du business, Soham Biotech poursuit ses recherches sur le clonage. Dans cet incubateur, des cellules de mammouth retrouvées en Sibérie seront peut-être un jour les prémices d'un embryon porté par un éléphant. Surtout, les techniques de clonage pourraient bientôt déboucher sur des traitements capables de soigner les êtres humains. C'est ce qui motive le docteur Jung, le vétérinaire qui avait pratiqué le prélèvement sur le chien mort. On essaie de faire en sorte que certains animaux que l'on clone puissent fabriquer des protéines qui guériront des maladies chez l'homme. On étudie aussi la possibilité d'utiliser des cochons clonés pour des greffes d'organes. Et est-ce que vous pensez qu'un jour on va cloner les êtres humains? Peut-être que quelqu'un le fera, mais pas nous en tout cas. L'interdiction du clonage humain sera-t-elle toujours respectée? Si la technique est au point pour les animaux, combien de temps encore avant qu'un apprenti sorcier l'étende à l'être humain? Quelque part dans le monde, il sera sans doute un jour possible de cloner un enfant ou un parent décédé.